Alors, bienvenue à cette conférence consacrée aux plantes sauvages au jardin. Je me présente, je suis Stéphane Pereira, je travaille au Conservatoire botanique national du Massif central, où je m'occupe plus particulièrement de la médiation scientifique. En gros, je fais l'interface entre le public et les botanistes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence qui va traiter, comme son nom l'indique, des plantes sauvages, mais aussi de la manière dont on va pouvoir les incorporer dans le jardin et les bénéfices qu'elles vont pouvoir nous apporter à travers ce dispositif. Alors, pour commencer, on pourrait se dire, finalement, des plantes sauvages au jardin, pourquoi faire? Effectivement, on pourrait se poser la question, pourquoi on aurait envie de planter des plantes sauvages dans le jardin? D'une part, vous n'êtes pas sans savoir que la biodiversité ne se porte pas forcément très très bien, et que, ma foi, réimplanter du sauvage dans un milieu qui est cultivé, ça ne peut que aller dans le bon sens. Deuxièmement, il s'agit aussi de participer à assurer finalement tous les services que nous rend la nature gratuitement. Par exemple, la dépollution du sol, la dépollution de l'air, la filtration de l'eau. Tout ça, ce sont des services gratuits apportés H24 par la nature. Et il peut être intéressant justement de participer à ces services écosystémiques. Troisième objectif, ça serait éventuellement de rendre les jardins moins fragiles aux aléas. Pareil, on voit, il y en a de plus en plus de tempêtes, de coups de canicule, enfin bref, des aléas climatiques qui sont peut-être un peu plus fréquents qu'autrefois. Et ma foi, il faut aussi réfléchir à rendre son jardin un peu plus résistant par rapport à ces aléas. Quatrième point, et c'est important aussi, c'est prendre plaisir à observer des plantes sauvages dans son jardin. C'est pas que forcément une vision utilitariste, ça peut aussi être tout simplement pour son plaisir personnel et notamment le plaisir d'observer des êtres vivants autour des fleurs sauvages. Et puis ça peut être aussi également de prendre soin de soi. Les plantes sauvages peuvent vous permettre d'améliorer votre santé, pas que la santé corporelle, aussi la santé mentale. Le simple fait d'observer une plante modifie énormément en fait notre gestion du stress. Ça a été prouvé dans plein de grandes métropoles françaises où justement la fréquentation des espaces verts et notamment l'observation de plantes dans un espace vert peut jouer énormément sur la qualité de la santé mentale des habitants. Et puis enfin, le dernier objectif, il n'est pas des moindres, c'est aussi léguer une terre saine. Le petit jardin dont vous vous occupez aujourd'hui, il faut se projeter dans un siècle, dans 2 siècles, il y aura d'autres personnes qui l'utiliseront, et c'est important de le transmettre dans un bon état de santé environnementale. Alors, on va dérouler ces différents items à travers cette présentation, et déjà, à travers un petit préambule, je voulais aborder finalement la place qu'occupaient les jardins en France. Ça, c'est intéressant. Mais il faut savoir, et on n'a pas beaucoup de statistiques à l'échelle nationale, on sait qu'un peu plus de la moitié des Français possèdent un jardin. Alors, pas forcément des jardins comme on aurait envie de les voir, ça peut être des jardins de différentes formes. On sait qu'il y en a à peu près 1 million, et on sait également que, grosso modo, d'après les cartographes, ça couvrirait 2% de la superficie française. 2% de la superficie française, ça fait 1,2 million d'hectares tout de même. C'est quand même pas rien. Et si on devait comparer ces 1,2 million d'hectares par rapport aux réserves naturelles françaises, ça recouvrirait 20% de ces réserves naturelles françaises. Donc c'est quand même pas négligeable et on peut comprendre que ces réserves naturelles, finalement, ces jardins, pourraient jouer un rôle de mini-réserve naturelle si tant est que les habitants, souhaitent réaliser ce type de démarche. Petit rappel également sur l'état de la flore sauvage ici, dans notre région. Là, je parle en Auvergne. Sur les 3904 espèces végétales qu'on a pu recenser sur l'ensemble du Massif central, vous avez en moyenne 25% qui sont menacés de disparition à moyen terme. 10, 15, 20 ans. Pour plein de raisons. Je ne vais pas les évoquer ici, on pourra y revenir à la fin du diaporama si vous voulez. Donc forcément, on se rend compte qu'il y a une tension sur les flores sauvages et que, encore une fois, le jardin, il peut avoir son rôle à jouer. Alors les jardins ne vont jamais remplacer la destruction d'un espace naturel. Vous ne pourrez jamais remplacer la destruction d'une tourbière, la destruction d'une pelouse sèche, la destruction d'une forêt. Par contre, on peut imaginer que ces jardins jouent un rôle pour contribuer à préserver une petite partie de ce qui a pu disparaître ou ce qui a pu être altéré ailleurs. À condition que ces jardins, bien sûr, ils soient accueillants, ils soient connectés au paysage, ils soient diversifiés, ils soient propices aux interactions entre les espèces et robustes face aux aléas.
Tout ça, c'est des termes un petit peu techniques. On va y revenir, bien sûr, plus en profondeur à la suite de ce diaporama. Voilà le type de jardin qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les zones pavillonnaires, où on a remplacé, vous voyez, un gazon naturel par un gazon synthétique. Et au final, il n'y a de jardin, pas grand-chose en fait. Moi, j'appelle ça plutôt une terrasse, mais c'est pas vraiment un jardin, il n'y a rien de vivant là-dedans. Je suis désolé pour les personnes qui ont ce type de jardin et qui sont présentes dans la salle, mais on pourra en débattre. Alors, on va commencer par cette première partie consacrée à la biodiversité. C'est quoi la biodiversité? Est-ce que vous savez quel mot derrière on cache ce grand mot valise? La biodiversité, c'est bien sûr, ça tombe sous sens, c'est la diversité de toutes les espèces vivantes. Les champignons, les plantes sauvages, les bactéries, les virus, toute forme de vie présente sur Terre fait partie de la biodiversité. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi toute la diversité génétique contenue à l'intérieur de ces espèces. Nous tous, dans cette salle, représentons l'espèce humaine. Pourtant, chaque individu a certaines particularités propres à son génome, propres à son patrimoine génétique. Donc finalement, cette diversité génétique, elle fait partie aussi de la biodiversité. C'est aussi la diversité des écosystèmes, des endroits que vont peupler ces différentes formes de vie. C'est aussi la diversité des processus écologiques, c'est toutes les interactions entre les espèces, les phénomènes, par exemple, de filtration de l'eau, etc. Ça fait partie de la biodiversité. Et c'est aussi, et c'est là, ça va vraiment être le cœur du sujet aujourd'hui, ce sont les interrelations, les relations entre des plantes entre elles, entre des plantes et des animaux, entre les différentes formes de vie présentes sur Terre. Et ces interrelations sont très importantes et sont menacées aujourd'hui. Petit rappel de cours de sciences nat, les plantes, tout comme les champignons et les microbes, sont à la base de la chaîne alimentaire. Sans les plantes, nous n'aurions pas d'autres êtres vivants présents à la surface de la Terre. Je vous rappelle que, par exemple, si on prend un jardin dans lequel se trouve un trèfle, ce trèfle est mangé par une sauterelle de temps en temps. Cette sauterelle peut être mangée par une souris, qui elle-même peut être mangée par un serpent. Jusque-là, vous me suivez. Si jamais cette herbe disparaît, forcément, tout le reste de la chaîne alimentaire disparaît également. Voilà un exemple d'interrelation basée sur le simple fait d'être mangé par. On a, au sein d'un jardin, une très grande quantité d'interrelations. Il faut imaginer que votre jardin, c'est un système hyper complexe qu'on aurait même du mal à modéliser sur un ordinateur ou dans notre propre intellect. Là, sur le petit graphique que vous avez à l'image, vous avez un exemple de processus de dégradation d'une feuille d'arbre. Et vous voyez que ça fait intervenir une quinzaine d'êtres vivants juste pour dégrader la feuille d'arbre. Donc à chaque processus qui a lieu dans votre jardin, vous faites intervenir différents petits ouvriers naturels qui chacun aura un rôle à jouer. Parmi ces interrelations, les êtres vivants doivent, s'assurer 3 conditions. Ils doivent s'assurer de pouvoir se nourrir, se reproduire et s'abriter. Ce sont 3 conditions existentielles qui, si elles ne sont pas l'objet d'obstacles physiques ni risques de mortalité, permettent aux espèces d'accomplir leur cycle de vie. Ces 3 conditions existentielles, elles sont assurées par ce qu'on appelle des trames écologiques. Alors, je suis désolé, pour l'instant, on rentre un petit peu dans le cœur de ce qu'on appelle l'écologie, on va dire d'un point de vue théorique, mais vous allez voir que ça va être très intéressant lorsqu'on va le transposer au jardin. Là, j'ai représenté sur cette carte, c'est une carte prise en infrarouge, c'est une vue aérienne d'une zone pavillonnaire près du Puy-en-Velay. Vous voyez, toutes les petites taches rouges sur l'écran correspondent à des zones boisées. Tout ce qui est bleu, c'est minéral. Ok ? Le petit carré jaune entouré de rouge représente un jardin dans une zone pavillonnaire. Les espèces qui peuplent ce petit jardin, notamment les haies, représentées par ce rectangle rouge, sont en communication avec les autres espèces situées dans les zones bocagères à proximité de ce jardin. On peut même dire que ce jardin peut constituer une espèce d'étape, un point relais entre plusieurs zones bocagères situées de part et d'autre du village. Et que sans ce jardin, peut-être que les espèces auraient du mal à passer d'un point A à un point B. Là, j'ai pris l'exemple, on va dire, d'un oiseau, je ne sais pas, un merle, par exemple. Un merle aurait besoin de traverser le village. Peut-être qu'il va devoir transiter par votre jardin pour s'assurer de ne pas être prédaté par une autre espèce animale, être mangé par une autre espèce animale. Si on regarde l'intérieur de ce jardin, admettons une pelouse, dans la pelouse, nous avons des sauterelles qui vont être en communication avec d'autres sauterelles situées dans les parcelles adjacentes. Et peut-être que cette sauterelle,
elle aura besoin de passer par d'autres pelouses pour atterrir dans un champ ou dans une prairie pour accomplir une partie de son cycle de vie. Ça peut être se reproduire, ça peut être s'alimenter, ça peut être s'abriter. Ok ? Les différents réseaux qui permettent de relier ces points entre eux, c'est ce qu'on appelle des trames écologiques. Et il faut imaginer votre jardin comme un point relais de cette trame écologique. Alors, on peut aussi imaginer votre jardin finalement comme un espèce de succédané d'autres milieux naturels qu'on pourrait trouver de manière adjacente. Votre potager, quelque part, c'est un peu un mini-système de culture. C'est une mini-friche ou un mini-champ de culture. Votre massif de fleurs, c'est une mini-prairie. Le gazon, une mini-pelouse sèche. Le jardin de rocaille, finalement, ou un muret en pierre sèche, ça se rapproche de ce qu'on appelle ici des rochers ou des falaises en milieu naturel. Une mare, et Madame Grenouille va s'offusquer par rapport à ce que je vais dire, mais une mare, c'est un mini-lac, quelque part. On ne va pas retrouver toutes les espèces du lac, mais on peut considérer ça comme un mini-lac. Une haie, bien sûr, elle est en relation avec le bocage environnant. Vous avez compris un peu la démarche. Et un jardin, c'est pas que ça. Un jardin, c'est plein de petits espaces qui ne sont pas gérés et qui sont tout aussi importants pour la faune et pour la flore. Un tas de branches, un tas de pierres, un tas de sable, des orties, des souches, des arbres morts ont un rôle déterminant dans l'accomplissement du cycle de vie de chacune de ces espèces. Et il faut donc faire attention, si on veut préserver le vivant dans son jardin, à ne pas chercher à faire le ménage comme vous faites le ménage dans votre salon. Effectivement, ça peut apparaître très agréable à l'œil parce qu'on a une sensation de propreté. Malheureusement, vous allez forcément, à un moment donné, casser le cycle de vie de certaines espèces. Après, à nous de choisir quelles espèces on veut favoriser ou pas. Je ne dis pas de faire non plus de laisser transformer votre jardin en une jungle, mais de trouver un juste compromis. Et c'est là justement qu'on va rentrer dans la recherche de ce compromis. Est-ce que votre jardin est fragile ? Posez-vous la question par rapport au paysage environnant. Un paysage, lorsqu'il est très diversifié, lorsqu'il est composé d'une mosaïque de milieux, des forêts, des prairies, des champs de culture, une mare, un étang, forcément, vous allez avoir plein d'espèces différentes qui vont peupler chacun de ces petits milieux naturels et qui vont être en relation les unes par rapport aux autres. C'est le schéma en haut à droite. Vous voyez, il y a plein de petits symboles qui représentent chacun de ces animaux. Plus on simplifie le paysage, plus vous allez simplifier les espèces, vous allez éliminer certaines espèces qui peuplent ce paysage. Et il faut imaginer ce paysage, tout comme votre jardin, comme un tissu, dont les fils correspondraient aux relations qui existent entre les espèces. Quand vous tirez un fil sur votre écharpe, ma foi, l'écharpe peut tenir encore en place. Si vous enlevez plusieurs fils, il ne reste plus grand-chose de l'écharpe. Il faut imaginer que c'est la même chose pour un jardin ou pour un écosystème. Quand vous supprimez les relations qui existent entre les espèces, vous détricotez un écosystème et vous fragilisez votre jardin par rapport à différents aléas. Alors, les aléas, ça peut être, une canicule, par exemple, soudaine. Et ma foi, votre jardin, est-ce qu'il sera suffisamment robuste pour faire face à la canicule ? Voilà une question. Alors justement, cette question de la robustesse et de la performance, c'est une question qui est bien évoquée aujourd'hui par un chercheur qui s'appelle Olivier Amand. C'est un chercheur qui est passionné de botanique, qui travaille à l'École normale supérieure de Lyon, et qui a écrit justement un bouquin très intéressant que je vous encourage à lire, et qui fait bien la distinction entre ce qu'on appelle performance et ce qu'on appelle robustesse. Un jardin performant, ça serait par exemple un jardin où on va chercher absolument à produire les plus gros poireaux, au détriment de toute la biodiversité qui environne ces poireaux. On va mettre de l'engrais, on va retourner le sol, on va simplifier l'écosystème au maximum pour mettre tout moyen sur la production de poireaux. D'accord ? Ça, c'est de la performance. Effectivement, on va y arriver, il n'y a aucun problème. Par contre, est-ce que c'est robuste ? Est-ce que cette culture de poireaux, elle sera suffisamment costaud pour supporter, encore une fois, une grosse sécheresse ? Ben voilà, c'est la notion de robustesse qui aujourd'hui est posée. La notion de robustesse, c'est la capacité à maintenir un milieu stable, viable, malgré toutes les fluctuations qu'on peut avoir d'une année à l'autre. Un très bel exemple de recherche de performance au détriment de la robustesse, c'est cette magnifique fleur double. Il y a beaucoup de plantes ornementales qui ont été créées par la main de l'homme, par sélection variétale, où on va chercher à transformer des étamines, on va les remplacer par des pétales. En fait, toutes les pièces qui composent une fleur,
En fait, génétiquement, c'est la même chose. C'est juste une toute petite variation qui va faire que le pétale va être remplacé par un sépale ou remplacé par un pistil ou par une étamine. Là, l'homme, justement, trafique ce génome et va remplacer les étamines par des pétales. Qu'est-ce qui se passe sur cette fleur? Elle est magnifique, hein, elle est très très belle. S'il n'y a plus d'étamines, s'il n'y a plus de pistil, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Il n'y a pas de reproduction. Les insectes cherchent, passent des heures à tourner autour de la fleur sans trouver de quoi s'alimenter. Ils s'épuisent, ils meurent. Alors c'est pas grave si c'est une rose double perdue dans un jardin où il y a plein d'autres choses. Ça peut être plus dramatique si c'est une roseraie qui est composée que de ça, sur, on va dire, une très grande surface. Là, effectivement, ça peut avoir un impact un peu plus important. Est-ce que cette plante est robuste si on la lâche dans la nature? Non. Elle pourra se reproduire éventuellement de manière végétative en étant bouturée, mais ne pourra pas faire appel à des insectes pour se reproduire. Alors, attaquons le domaine sauvage. Qu'entend-on par plante sauvage? C'est vrai, je vous ai dit tout à l'heure en introduction, ça serait intéressant d'apporter du sauvage dans votre jardin. Mais c'est quoi finalement un végétal sauvage? Un végétal sauvage, c'est un végétal qui est issu d'un milieu naturel, ça ok, et qui n'a pas subi de sélection par l'homme. On n'a pas trafiqué son génome, et en règle générale, on considère que cette espèce est présente naturellement dans la région considérée. Ça, c'est important. Une plante indigène, c'est justement une plante qui est bien adaptée à son sol, à son climat. Donc, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Et vous voyez par exemple la carte du Massif central avec différentes taches de couleurs. Chacune de ces taches de couleurs correspond à un type climatique bien particulier. Une autre carte avec d'autres taches de couleurs qui représentent les grands types de sols. Et vous voyez que les sols ne sont pas tout à fait identiques d'un département à l'autre ou d'une région à l'autre. Donc ça, on comprend aisément que chaque espèce est spécialisée selon le type de climat ou selon le type de sol, et vous ne pouvez pas forcément planter tout et n'importe quoi sur n'importe quel lieu. Mais c'est pas que ça, en fait, l'adaptation. C'est aussi, à travers son patrimoine génétique qui a été sélectionné pendant plusieurs millions d'années, chaque plante a emmagasiné, a en mémoire dans son patrimoine génétique des fluctuations passées. Les plantes que vous observez aujourd'hui, ce sont des plantes qui existent depuis des millions d'années, qui ont vu des très grosses glaciations, qui ont vu des très grosses sécheresses, et qui ont, si elles sont là aujourd'hui, c'est qu'elles ont résisté à certains épisodes climatiques. Et donc le fait d'installer ces espèces-là, forcément, elles sont porteuses d'une résistance beaucoup plus importante qu'une espèce qui aurait été trafiquée par l'homme. Donc, si on voulait installer des plantes sauvages au jardin, déjà, on va essayer de regarder ce qu'on a déjà dans le jardin. En fait, vous avez peut-être déjà des plantes qui sont tout à fait intéressantes et que vous pouvez mettre en valeur. Sinon, vous pouvez aussi réfléchir à leur laisser un peu de place, de laisser de la place à une flore spontanée. Et puis, vous pouvez, comme on l'a vu tout à l'heure, vous inspirer du fonctionnement des milieux naturels qui se trouvent à portée du jardin. De voir, finalement, dans les haies qui se trouvent à la sortie du village, qu'est-ce que j'ai comme espèces? Est-ce que ces espèces, je ne pourrais pas les implanter dans mon jardin, de façon à assurer une certaine continuité entre les trames écologiques, mais aussi à assurer une certaine robustesse du jardin, en s'appuyant justement sur ce patrimoine génétique sélectionné depuis des millions d'années. Ça suppose, entre autres, d'éliminer, entre guillemets, l'emploi d'espèces exotiques. Je vous rappelle que sur certaines espèces exotiques envahissantes, il existe un règlement européen qui interdit la vente de certains végétaux en France. Pas toujours appliqué, mais il existe. Pourquoi? Parce que dans la nature, l'introduction de ces espèces, souvent apportées par des jardins botaniques, en fait, entraîne la disparition de certaines interrelations qui existaient avant l'arrivée de cette espèce. Là, vous avez un exemple de renouée du Japon dans la vallée du Gier, pas très loin dans le Rhône et dans la Loire. Et forcément, vous voyez, cette renouée du Japon a pris toute la place au détriment de toutes les petites espèces aquatiques, de flore aquatique qu'on pouvait avoir. C'est un exemple parmi d'autres. Sur 600 espèces qui sont introduites, qu'on a pu comptabiliser dans la flore sauvage du Massif central, vous en avez 267 qui sont envahissantes, c'est-à-dire qui posent un problème d'un point de vue écologique, qui ont un impact sur une espèce, sur un groupe d'espèces, qui vont modifier les interactions dans l'écosystème, et l'écosystème va mettre énormément de temps à se rééquilibrer pour essayer de trouver une certaine place à cette plante qui vient d'arriver, mais forcément ça prend énormément de temps. Les dégâts collatéraux de ces introductions, c'est par exemple l'introduction du Dipladenia dans les villes. Vous voyez une très belle fleur rose qui fait des belles grappes dans les potiches.
En fait, cette fleur va attirer un papillon de nuit, un morosphinx, qui va chercher à butiner avec sa longue trompe. Il va enfoncer sa trompe dans la fleur, essayer d'attraper le nectar, sauf que cette plante, elle n'est pas du tout adaptée à la forme de sa trompe. Et ce papillon se retrouve coincé, la trompe reste coincée dans la fleur, et ce papillon est condamné à mourir accroché à la plante. Voilà un exemple tout bête d'une réintroduction récente d'une plante qu'on voit partout dans les villes et qui a un effet collatéral dramatique sur une espèce de papillon en particulier. Autre effet collatéral, lorsque vous introduisez une plante exotique, cette plante exotique, elle est habituée dans sa région d'origine à fleurir à une date clé. Et cette date clé correspond à la disponibilité des pollinisateurs qui se retrouvent à la même période. Quand vous introduisez une plante exotique en France, elle va fleurir à un instant T, mais ce n'est pas pour autant que le pollinisateur qui pourrait se rapprocher de cette forme de plante va pouvoir la polliniser. Il y a un problème de décalage de temps entre l'arrivée du pollinisateur et la période de floraison. Donc la plante, finalement, n'arrive pas à fructifier, à faire ses graines, et le pollinisateur, lui, n'arrive pas à s'alimenter. Petit problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut installer comme plante sauvage dans son jardin pour faire face à tous ces problèmes? Vous avez déjà une liste de plantes passe-partout, je dirais. Ce sont des plantes qui ont une très grande amplitude écologique et que vous pouvez, on va dire, installer facilement dans vos jardins. Toutes ces plantes ont un intérêt très efficace vis-à-vis de la faune. Ce sont des plantes très attractives, qui sont résistantes, qui n'ont pas besoin d'arrosage et qui vont pouvoir alimenter les pollinisateurs. Donc il y a l'achillée, il y a l'encolie, des campanules, des millepertuis, des stellaires, des sauges. Bref, ce sont des plantes tout à fait courantes, qui sont tout à fait esthétiques. Elles n'ont rien à envier en fait aux plantes horticoles. C'est juste qu'on les a oubliées, on ne les voit plus, on ne les met plus en valeur. Quand vous les cultivez et que vous leur laissez de la place, vous pouvez avoir des très beaux effets dans votre jardin. Alors, il n'y a pas que ça. Quand on pense jardin, on focalise sur les fleurs, mais ma foi, vous avez aussi des graminées qui ont un intérêt esthétique tout à fait intéressant. Les graminées, c'est-à-dire que la mourette, les brises, les calamacrostides, les fétuques, la mélixiliée, ce sont des très belles graminées qui existent naturellement dans le Massif central, qui n'ont besoin aucun arrosage, aucun soin, et qui sont très résistantes aux maladies, et qui peuvent tout à fait embellir en fait, votre jardin. Il faut leur laisser un peu de place, il faut les mettre en valeur. Et en plus, ce qui peut être intéressant, voilà, vous avez un exemple de mélange de graminées qu'on a fait au Conservatoire botanique. Vous voyez, c'est très sympa, hein, esthétiquement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ces feuilles de graminées vont être utilisées par un petit rat qui s'appelle le rat des moissons. C'est un petit mammifère qui pèse à peine 6 grammes. C'est le plus petit rongeur qui existe en Europe. Et ce petit rat des moissons va faire son nid à l'aide des feuilles qu'il a pu collecter dans les graminées. Il va même choisir les feuilles, les déchirer en deux sur leur longueur et tresser son nid tout autour. C'est un nid qui est suspendu dans les graminées. Et en plus, ce qui est assez remarquable, c'est déjà il tresse son nid, vous imaginez tout le travail pour faire ce nid-là. Il va essayer de faire en sorte que toutes les extrémités des tiges pointent vers l'extérieur pour éviter que ça soit piquant. Quand même, c'est assez remarquable. Voilà un exemple tout bête d'interrelation auquel on n'aurait pas forcément pensé entre une graminée et un petit rongeur. Si on s'intéresse aux pollinisateurs, et là je vais m'étendre un peu longuement, je suis désolé si vous n'aimez pas les insectes, mais bien évidemment la principale relation qui existe entre la faune et les plantes, ce sont les insectes. Si vous voulez favoriser les pollinisateurs dans votre jardin, il faut déjà limiter les surfaces minérales. Ça c'est important parce qu'effectivement, les insectes, malheureusement, n'utilisent pas le minéral, sauf dans certains cas, mais n'utilisent pas le minéral dans leur cycle de vie. Il faut également faire attention aux floraisons vernales et automnales. Souvent, on se focalise sur des floraisons estivales, alors que les insectes, souvent, ont besoin de ressources énergétiques lorsqu'ils émergent de leur stade larvaire et avant qu'ils entrent en hibernation pour certains. Donc les fleurs printanières et automnales sont très importantes pour les insectes. Également, l'importance de choisir des espèces avec des tiges creuses. Les tiges creuses, une fois que vous les aurez coupées, que vous les aurez entassées dans votre jardin, elles vont servir de petits nids douillets à différents insectes. On va y revenir tout à l'heure. Ça peut être des tas de feuilles, ça peut être des tas de branchages. Et puis faire attention à limiter l'éclairage nocturne. Parce qu'effectivement, si vous laissez la lumière allumée la nuit, tous les efforts que vous aurez entrepris pour attirer les pollinisateurs vont être malheureusement anéantis par le fait que ces pollinisateurs vont être attirés par l'éclairage toute la nuit et vont mourir d'épuisement.
Et puis on fera attention également aux abeilles terricoles. Vous avez un bon millier d'espèces d'abeilles en France, et quasiment toutes, une très grosse partie, en fait, nichent au sol, creusent une galerie dans la terre ou dans des murs empisés, par exemple, et n'utilisent pas forcément une ruche. Les abeilles, c'est pas que la fameuse abeille domestique, c'est plein d'autres choses. C'est comme si on comparait la poule et tous les oiseaux. La poule, on la connaît, mais c'est pas le seul représentant de tous les oiseaux. Ben voilà. Pour les abeilles, c'est la même chose. Des fleurs sauvages pour les pollinisateurs, déjà, on fera attention à tenir compte des stades de développement. Là, vous avez une belle chenille de macaon qui est vous voyez, qui est en train de grignoter une carotte sauvage, ou là, c'est des fenouilles, je pense. Au stade larvaire, enfin au stade de chenille, elle va grignoter les ombellifères. Par contre, au stade adulte, le papillon, lui, va rechercher du nectar dans des fleurs tubulées. Donc ça n'a rien à voir. La cétoine dorée, sa larve va grignoter le bois pourri, d'où l'importance d'avoir du bois mort dans votre jardin. Et à l'âge adulte, va plutôt brouter les pollens qui se trouvent sur les grandes ombelles de fleurs, par exemple celle du sureau. La coccinelle, que vous connaissez bien, au stade larvaire, va consommer des pucerons sur différentes plantes, alors qu'à l'âge adulte, elle va consommer des pollens sur du pissenlit ou d'autres plantes. Donc vous voyez, il est très important finalement de tenir compte du cycle de développement pour attirer le pollinisateur. Si vous mettez que des fleurs qui vont ne satisfaire que l'âge adulte, ça peut poser un problème. Important aussi de varier finalement les formes de fleurs, parce que chaque forme de fleur est adaptée aux formes des pièces buccales des insectes. Il y a eu une coévolution pendant des millions d'années où la forme des fleurs s'est adaptée à la forme des bouches, des pièces buccales des insectes, et inversement, celle des insectes s'est adaptée à l'évolution de la forme des fleurs. Donc par exemple, un papillon, avec sa trompe, lui, il va rechercher le nectar dans les fleurs qui sont en forme de tube. L'abeille va plutôt aller chercher avec son espèce de suçoir, sa langue, elle va chercher le nectar sur les sauges ou des fleurs de ce type-là. Les scarabées, comme on a vu la cétoine, vont plutôt brouter les pollens sur les surfaces de fleurs. Les cicadelles ou les punaises, elles vont perforer en fait les tissus des plantes pour sucer la sève dans des graines ou dans des tiges. Les mouches, elles, avec une espèce d'aspirateur, vont pomper à la surface des fleurs tout ce qu'il y a d'intéressant à manger, que ce soit du nectar ou du miella. Et puis, bien sûr, les sauterelles, elles vont manger les feuilles. Donc, vous voyez, chacune de ces grandes catégories d'insectes correspond à une certaine forme de pièce buccale, elle-même adaptée à une certaine forme de fleurs. Donc, plus vous aurez des fleurs différentes en termes d'aspect, de forme, plus vous allez favoriser la biodiversité en insectes. Voilà quelques exemples de fleurs qui sont vraiment très très attractives. Alors on retrouve surtout les familles de plantes type l'amiacée et l'abiacée. Donc c'est un peu comme la sauge, le thym, etc. Le genêt, la bétoine, voilà, tout ça c'est un peu la même famille. Vous allez retrouver les bruyères et puis toute la grande famille de certaines composées, les scabieuses, les centaurées, les bleuets. Voilà, ce sont des plantes qui sont très attractives pour les insectes. Alors, au-delà de la spécialisation, on va dire, des pièces buccales, il y a aussi des cycles de vie qui sont très très finement adaptés à certaines plantes. Si vous implantez du serpolet ou de l'origan, il y a de fortes chances à ce que vous puissiez attirer l'azuré du serpolet. C'est ce fameux magnifique petit papillon aux ailes bleues qui a, ma foi, un cycle de développement tout à fait particulier. Il va pondre en fait ses œufs dans les fleurs du thym ou de l'origan. Les chenilles qui, au premier stade de développement, en fait, vont se laisser tomber à terre et vont produire un espèce de parfum à l'odeur de fourmis qui va attirer justement les fourmis de passage. Les fourmis de passage vont croire qu'elles ont oublié une larve et donc elles vont ramener en fait cette chenille à l'intérieur de la fourmilière. À l'intérieur de la fourmilière, la chenille de l'azuré va être tranquillement défendue et nourrie par les fourmis, jusqu'à atteindre son stade de chrysalide. Et là, le papillon va pouvoir émerger de la fourmilière. Il faut qu'il le fasse très rapidement, parce que généralement, il perd un peu son immunité. Mais globalement, vous voyez un cercle vertueux très très fin entre trois groupes d'espèces, des fourmis, un petit papillon, l'azuré du serpolet, et puis un groupe de plantes, serpolet et thym.
quelque chose de très fin. Voilà un exemple d'interrelation, c'est forcément, comme on le disait tout à l'heure, si je supprime ce thym ou ce serpolet, vous imaginez toutes les conséquences que ça peut avoir sur le reste de la chaîne. Alors les fleurs sauvages, on peut aussi les implanter pas que dans ces massifs de fleurs, on peut aussi réfléchir à les réinstaller dans ces gazons, dans les pelouses ou dans les prairies. Dans la nature, les plantes sauvages ont toujours appris à économiser l'énergie, depuis des millions d'années. Les espèces les plus gourmandes, en règle générale, ne font pas long feu à l'histoire de l'évolution. Et donc forcément, quand vous regardez bien les prairies de nos montagnes, qui sont encore très peu fertilisées, vous retrouvez une très grande diversité de fleurs, parce que chaque fleur, finalement, on lui laisse suffisamment de place pour s'exprimer, et chaque fleur consomme très peu d'énergie dans le sol. On va dire c'est le grand partage. Lorsqu'on fertilise, lorsqu'on surfertilise une prairie, tout doucement, on fait disparaître ces plantes au profit d'espèces très gourmandes, qui sont par exemple les ronces, les chardons, les orties, les pissenlits. Quand vous voyez une prairie qui est jaune de pissenlits, c'est que ça ne va pas très bien. Et donc finalement, si on veut favoriser les plantes sauvages dans un espace enherbé, il faut raisonner à l'inverse du potager. Potager, vous avez besoin d'amortir de la matière parce que vous cultivez des légumes très gourmands. C'est des légumes justement qu'on va plutôt classer à droite de l'écran. Sur votre pelouse, si vous voulez favoriser la biodiversité, il faut plutôt aller vers la gauche de l'écran, c'est-à-dire essayer d'appauvrir en fait votre sol. Pour appauvrir le sol, vous pouvez jouer sur la tonte en exportant la biomasse, c'est-à-dire en exportant le gazon que vous allez couper. Plus vous exportez votre gazon, vous allez fragiliser votre sol, mais vous allez vous allez éliminer les graminées, c'est vrai, mais par contre vous allez les compenser par plein d'espèces à rosette, des pâquerettes, des trèfles, etc. Et ces espèces vont avoir un rôle clé justement dans l'alimentation des pollinisateurs. Vous pouvez jouer également sur la hauteur de tonte. Quand on effectue 18 à 25 tontes à 3 cm, on obtient à peu près 3 à 5 espèces de plantes à la fin de l'année. C'est ce qui va rester en fait sur votre pelouse. Si vous la rehaussez à 10 cm, vous allez multiplier pratiquement par 3, en fait par 7, ce nombre d'espèces, juste en changeant la hauteur de la tonte et la fréquence, bien évidemment. Alors, d'ailleurs, à propos de la fréquence, si vous n'êtes pas fan en fait, de la tondeuse, il vaut mieux tondre à 10 cm. Ça va moins stimuler finalement les racines des graminées et vous allez ralentir la production d'herbe. Plus vous dépassez la tondeuse, plus vous coupez ras, plus vous stimulez les racines et plus elles vont produire des tiges. Voilà. Pour la prairie, ma foi, une fauche tous les ans à 5 cm est suffisant pour avoir une très grande diversité. 25 à 35 espèces, c'est pas mal. Autre petit conseil lié à la gestion de l'herbe, quand vous ne tondez pas, la végétation apporte beaucoup de fraîcheur au sol. Et en période de canicule, votre sol il peut monter à 19 degrés, ce qui est déjà pas mal. Si vous tondez à 10 cm, votre sol va monter à 24 degrés 5. Si vous le laissez nu, il peut monter à 40 degrés. Forcément à 40 degrés, je peux vous garantir qu'il n'y a plus grand-chose qui vit. Et c'est ce qui se passe, vous l'avez bien vu, lors des dernières canicules de 2023. On a des pelouses complètement grillées. Et là, on fait la différence entre les pelouses qui ont été semées avec des mélanges du commerce et les pelouses naturelles. Une pelouse naturelle, même si l'herbe est grillée, vous avez forcément dans la banque du sol des petites graines qui vont regermer à l'automne. Et à l'automne, votre pelouse, elle est intégralement cicatrisée. Ça ne sera pas des graminées, ça sera des plantes à rosette. Ça va être notamment du trèfle, des pâquerettes, des choses comme ça, du plantain. Mais on va dire qu'au bout d'1 an et demi, vous n'avez plus rien, vous ne voyez plus la différence. Vous aurez par contre une pelouse relativement fleurie. Si vous achetez un mélange du commerce avec 3-5 graminées qui sont mélangées à l'intérieur, vous semez ça, forcément, une fois que le soleil sera passé dessus, vous n'aurez pas grand-chose derrière pour cicatriser le sol. Quelle plante prairiale on peut réinstaller dans ces espaces enherbés? Des carottes sauvages, des marguerites, des centaurées, des campanules. Tout ça sont des plantes qui vont tout à fait prendre leur place et qui peuvent s'exprimer en fonction de la fréquence de votre entretien. Et puis, en réfléchissant bien, vous pouvez laisser de la place aux plantes vernales qui, en règle générale, sont des plantes à bulbes et qui fleurissent très tôt au printemps. C'est les narcisses, les orchidées, les muscaries, les tulipes, les colchiques. Alors la colchique, c'est un cas à part parce qu'elle fleurit très tard à l'automne, mais elle fait ses feuilles au printemps. Mais pour tous les autres, ce sont des plantes très précoces dans l'année. Et donc, ma foi, le fait de ne pas tondre trop précocement, ça leur permet, à minima, de faire des fleurs. Si vous repassez dessus, forcément, vous allez éliminer les graines qui seraient en formation.
mais le fait de couper la tête peut stimuler le bulbe et l'obliger à se diviser, ce qui fait qu'au bout de quelques années, vous pouvez avoir une prairie, enfin une pelouse relativement riche en orchidées. Bon, après, vous pouvez passer la tondeuse à côté. Vous n'êtes pas obligé de passer dessus aussi. Sur ces plantes prairiales, on peut retrouver des petits insectes étonnants comme l'araignée crabe. L'araignée crabe qui a la capacité à changer la couleur de son corps juste en produisant une petite molécule qui va la colorer en jaune. Et en fonction de la profondeur de ce colorant dans son corps, elle va pouvoir adapter la couleur de son abdomen à son environnement. Ce qui va lui permettre finalement de capturer différents insectes présents sur les plantes. Alors elle n'est pas bête, forcément, elle va choisir des plantes prairiales où il y a un maximum d'insectes qui viennent dessus. Donc plutôt des marguerites, plutôt des plantes de ce type-là. Voilà une pelouse où vous avez plein d'orchidées qui peuvent fleurir au printemps. Voilà une pelouse typique en fait de notre Val d'Allier sur basalte. Vous voyez, vous avez beaucoup d'ail sauvage, de l'ail mélixilier, un mélange tout à fait intéressant. Donc ça peut être ravagé et transformé en simple gazon, mais ça peut être aussi géré de cette manière-là en laissant une petite place à cette végétation spontanée. Voilà un exemple de végétation prairiale. Ça c'est prise à Vic-le-Comte dans le Puy-de-Dôme. On va retrouver des espèces tout à fait classiques telles que je vous ai présentées tout à l'heure. Au conservatoire botanique, vous voyez, on passe la tondeuse à certains endroits pour améliorer notre circulation avec les enfants lorsqu'on accueille des groupes. Et le reste de la prairie est laissé tel quel, ce qui permet l'expression d'une flore, mais aussi d'une faune, bien évidemment. Au potager, qu'est-ce qu'on peut avoir comme plantes sauvages ? Déjà, je vais passer rapidement dessus. Si vous voulez installer des plantes sauvages au potager, c'est pas la peine de mettre des herbicides. Ça va de soi, mais je préfère quand même le rappeler. Les herbicides tuent les herbes, et donc il n'est pas forcément conseillé. Alors, vous pouvez, plutôt que de passer l'herbicide, essayer de comprendre pourquoi en fait les herbes que vous voulez éliminer sont présentes sur ce sol. Et chacune de ces espèces peut avoir un caractère indicateur. Ça, c'est assez intéressant. Chaque espèce peut, en fonction de son écologie, vous dire, voilà, j'ai un sol tassé, j'ai un sol qui est très riche en humus, j'ai un sol qui, ma foi, présente un excès d'eau, ou alors j'ai un sol parfait, comme le mouron blanc. Le mouron blanc, c'est vraiment une espèce indicatrice d'un sol tip-top au niveau du potager. Ça, je vous renvoie, on peut en parler après la conférence. Il y a des documents qui existent pour identifier ces plantes indicatrices. Petit zoom sur le cirse des champs. Je sais que celui-là, vous l'arrachez forcément dans le potager, parce qu'il vient spontanément chez tout le monde. Le cirse des champs, c'est un véritable resto pour les insectes. Vous avez, voyez, plus de pratiquement 300 espèces d'insectes qui viennent utiliser le cirse des champs pour s'alimenter ou du moins accomplir une partie de leur cycle de vie. Et donc ça, c'est important de ne pas forcément chercher à l'éliminer de manière systématique, mais au contraire de lui faire une petite place à certains endroits. Veillez à ne pas tout supprimer. Voilà ce que je veux dire. Dans votre jardin, il faut faire aussi, dans votre potager, comme pour la pelouse, il faut faire attention aux plantes précoces. Les plantes qui fleurissent vraiment au tout début du printemps. Je pense notamment à la véronique, au coucou, au ficaire, aux pâquerettes. Ce sont des plantes ou même au lamier rampant ou aux lierres terrestres. Ce sont des plantes qui vont coloniser très facilement en fait, vos sols riches en humus. Si vous leur laissez un petit peu de place, 2-3 semaines de plus par rapport à vos activités de désherbage, vous allez permettre de nourrir ce qu'on appelle les osmies. Ce sont les premières abeilles sauvages qui sortent de l'hiver. Ce sont les premières abeilles à polliniser vos arbres fruitiers. Si vous laissez ces abeilles, vous êtes sûr d'avoir des fruits. Voilà. D'où l'importance de permettre le nourrissage de ces petites abeilles qui sont très fragiles à la sortie de l'hiver. Et en laissant, après, rien ne vous empêche d'enlever ces herbes si elles vous gênent un peu plus tard dans l'année, mais au tout début du printemps, elles ont un rôle fondamental dans l'alimentation de la faune. Dans votre potager, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des mysticoles. Ce sont des espèces qu'on retrouve dans les champs de céréales lorsqu'ils ne sont pas traités et qui ont accompagné l'évolution de l'agriculture depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'usage des herbicides, ces espèces sont en train de disparaître partout en France. Alors, le coquelicot et le bleuet sont les espèces les plus visibles, mais il existe plein d'autres espèces messicoles, notamment en Haute-Loire, et qui sont menacées de disparition. Donc, encore une fois, ce sont des espèces que vous pouvez aussi accueillir volontairement dans votre potager. Il leur faut juste un sol remué régulièrement pour pouvoir germer. Voilà, mélange de coquelicots et de bleuets,
rien de plus classique. Alors à propos des insectes, j'ai beaucoup parlé d'insectes pollinisateurs, mais il y a aussi des insectes qu'on appelle auxiliaires. Ce sont des insectes qui peuvent vous aider dans votre activité autour du potager. Ces insectes sont tous des consommateurs on va dire, de ravageurs de culture. On connaît très très bien la coccinelle qui mange les pucerons, mais vous voyez, il y a plein d'autres insectes. On a les cirfes qui mangent les pucerons, donc si je regarde en haut à gauche de l'écran, ce qui ressemble un peu à une abeille avec des gros yeux, c'est une cirfe. Le perce-oreille, les chrysopes, les carabes, c'est le scarabée qui est au milieu, le staphylin juste à côté à droite, et en dessous les punaises et puis les petites guêpes parasitoïdes. La guêpe parasitoïde, c'est incroyable, c'est une guêpe qui va pondre dans le puceron, et les œufs de cette guêpe vont se développer à l'intérieur du puceron. Certaines vont détruire le puceron, d'autres pas du tout, vont le maintenir en vie jusqu'à la fin, de façon à ce que la petite guêpe parasitoïde ait toutes les chances on va dire, de se multiplier. Quand vous favorisez ces insectes, et ces insectes sont utilisés en lutte biologique, dans le maraîchage, et bien voilà, ce sont des précieux auxiliaires pour le jardinier. On a ce qu'on appelle des plantes relais. C'est des plantes qui vont héberger en fait un ravageur spécifique et vont servir de réservoir de nourriture, et puis des plantes pièges qui vont concentrer les ravageurs à un endroit du jardin. Si je reviens sur les plantes relais, un très bel exemple, c'est l'achillée millefeuille. Vous la connaissez cette plante, hein, elle pousse facilement dans les gazons. L'achillée héberge un puceron spécifique qui est unique à l'achillée. C'est un puceron que vous n'allez pas retrouver dans vos cultures. Il n'attaque que l'achillée millefeuille. Par contre, en gardant cet achillée parasité par les pucerons, vous allez attirer tous les auxiliaires, les coccinelles, les cirques, etc. Elles vont se nourrir tranquillement des pucerons de l'achillée. Elles vont pouvoir se multiplier, se reproduire et donc ensuite conquérir votre jardin potager. Donc juste en hébergeant de l'achillée millefeuille dans votre potager, vous pouvez faciliter la gestion parasitaire de votre potager. Un autre exemple de plante utile au jardin, c'est l'armoise. L'armoise est une plante répulsive, elle va plutôt éloigner certains prédateurs. Ou l'épurge. Alors l'épurge, contrairement à ce qu'on en voit et ce qu'on peut lire, elle n'éloigne pas les taupes, parce que les taupes se nourrissent principalement de petits vers de terre ou on va dire d'animaux en tout cas. Par contre, elle va éloigner les rats-aux-pieds. Ça, c'est quand même intéressant. Parce que justement, le suc le lait à l'intérieur de cette plante est très corrosif, très agressif. Et généralement, ça leur abîme le museau. Donc, planter des épurges autour de vos artichauts, par exemple, ça peut avoir un effet tout à fait bénéfique. Je vais m'arrêter là, je vais passer cette partie-là pour vous laisser un peu de place aux questions. Je voulais vous présenter quelques plantes typiques des murets, des rocailles et des pelouses, mais on pourra y revenir. Je vais juste accélérer pour passer à la conclusion. Hop là. Voilà, je voulais juste résumer. Vous avez compris un petit peu le contenu de mon discours. Pour avoir un jardin vivant, il faut essayer de faciliter les connexions entre le jardin et les espaces voisins. Plus vous vous inspirez votre jardin de ce qui existe à côté de votre jardin, plus vous allez le rendre costaud, solide, résilient. Essayez de diversifier les milieux. Dans le jardin, c'est pas que de la pelouse. Vous pouvez imaginer plein de petits systèmes un petit peu différents. Plus vous allez multiplier ces petits milieux, plus vous allez favoriser la faune et donc les interactions au sein du vivant. Vous pouvez également jouer sur votre gestion du jardin, dans le temps et dans l'espace. Est-ce que je passe la tondeuse partout ou est-ce que je laisse un petit bout de fleurs sauvages? Est-ce que je la passe toutes les semaines ou est-ce que je la passe tous les mois? Voilà, cette réflexion-là va conduire à améliorer de manière significative la biodiversité de votre jardin. Bien sûr, privilégier les plantes spontanées et plutôt éviter les plantes exotiques envahissantes, et même les exotiques en général. Et puis, bien sûr, essayer de planter des plantes qui sont bien adaptées à votre région. Ça vous épargnera de l'arrosage, de l'entretien, du traitement parasitaire, etc. Et puis, vous l'avez vu, il est important de porter une attention sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et puis enfin, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on est à l'aube de changements assez majeurs au niveau climatique. Et donc, plus vous allez réfléchir votre jardin pour qu'il soit résilient par rapport au changement climatique, plus ça sera intéressant pour vous. Si vous avez un jardin qui est très exposé au soleil, qui est très séchant, plantez. Plantez maintenant, en fait. Vos arbres ont encore la chance de pousser aujourd'hui parce qu'il pleut régulièrement. Donc, ce sera peut-être plus difficile dans les années qui viennent. Donc, réfléchissez à apporter de l'ombrage, à apporter de l'humidité, à apporter de la fraîcheur, des pergolas, des arbres. Il ne faut surtout pas hésiter. Et puis, ma foi, pour que votre jardin soit vivant, il faut aussi que vous en profitiez, que vous vous sentiez relié à ce jardin vivant. Vous êtes un être vivant, vous aussi. En fait, vous faites partie de ce jardin.
et donc essayer de réfléchir à toutes les connexions, toutes les interrelations qui existent entre ce jardin et vous-même. Vous vous nourrissez de ce jardin, donc il y a déjà cette relation qui existe entre vous et la biodiversité de votre jardin. Pour terminer, je vous indique juste que sur notre site internet, très récemment, on a mis en ligne ce qu'on appelle des palettes végétales. Ce sont des listes téléchargeables de plantes qui sont adaptées à des contextes d'utilisation bien particuliers. Par exemple, vous voulez planter une haie, vous voulez avoir un mélange fleuri favorable aux pollinisateurs. On vous liste les espèces, mais on ne vous donne pas n'importe quelles espèces. Vous avez un petit moteur avec une carte. Vous allez devoir cliquer à l'endroit où vous habitez. Et ça va vous permettre de sélectionner les plantes les plus indiquées par rapport à votre lieu de domicile. Voilà. Merci pour votre attention. Puis je suis à votre écoute pour vos éventuelles questions. Merci à tous. Oui, les micros. J'ai une question par rapport à l'adaptation en fait des plantes dans le temps et par rapport à leur environnement. En sachant que voilà, le pollinisateur, il est, par exemple, si je prends, je sais pas moi, un coquelicot qui vient d'ici et que je l'emmène en Belgique. Parce qu'il me plaît, je le trouve joli et je me dis j'ai envie de le mettre dans mon jardin en Belgique. Est-ce que du coup il va se développer malgré que l'insecte qui va le polliniser il n'est peut-être pas le même qu'ici? Et je me dis avec les légumes on a vu que on a des variétés qui viennent d'Italie où voilà avec le temps elles se sont adaptées. Donc est-ce que c'est possible aussi avec les plantes sauvages? Très bonne question. Le diaporama, je l'ai focalisé pour essayer de vous faire comprendre finalement la richesse et la complexité de ces interrelations entre on va dire la faune et la flore. Effectivement, dans la nature, il y a des cas où les plantes sont particulièrement spécialisées envers un pollinisateur particulier. On a vu l'exemple tout à l'heure de l'azuré du serpolet qui est spécialisé sur l'origan et le thym. Vous n'allez pas pouvoir le faire polliniser un œillet, par exemple. D'accord ? En règle générale, je vais peut-être revenir sur un schéma qui est passé au tout début. En règle générale, une très grande partie des insectes utilisent une large amplitude de plantes. Et inversement, c'est-à-dire que les plantes utilisent une très large amplitude d'insectes en fait, pour être pollinisées. Vous voyez le petit schéma qui est en bas à gauche, il représente les relations entre un pollinisateur et une plante. Et vous voyez qu'il y a plein de croisements. En fait, les insectes utilisent, on va dire, un large panel de plantes pour s'alimenter. Alors la question de est-ce que je prends le coquelicot et si j'emmène en Belgique, est-ce que c'est intéressant ou pas? Oui et non, parce que le coquelicot, son aire de répartition, ma foi, elle est relativement vaste. Ce serait plus embêtant, par exemple, de l'emmener, je ne sais pas, et encore je ne suis même pas sûr de ma réponse, mais au Japon. Est-ce que le coquelicot au Japon peut tenir? Je ne sais pas. On peut avoir des doutes. Mais votre coquelicot, il peut aussi avoir un effet inverse, c'est-à-dire qu'il peut devenir envahissant, il peut devenir problématique en fait. Et là, on a plein d'exemples de plantes. On a vu, non, je ne vais pas présenter, mais vous connaissez l'angélique sauvage, l'angélique des bois. L'angélique des bois, au Canada, c'est une vraie peste. Ils ne savent pas comment s'en dépatouiller en fait. Elle envahit des écosystèmes, elle détruit des écosystèmes. Dès l'instant où on change les choses de leur place, on va dire, qu'il aurait du moins attitré, du fait de la sélection naturelle, on crée un déséquilibre quelque part. Et il faut attendre probablement des milliers, peut-être même des millions d'années pour que les choses se rééquilibrent. Voilà. Donc tout est une question de pas de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait imaginer que votre coquelicot en Belgique, eh bien, l'insecte qu'on a ici dans le Massif central, dans 1 million d'années, peut-être qu'il sera en Belgique. Voilà, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, à très court terme, il faut éviter de déplacer les plantes d'une région à l'autre. Et c'est pour ça que les conservateurs botaniques ont créé un label qui s'appelle Végétal Local, qui justement vous permet de labelliser justement la provenance géographique du végétal que vous achetez. Alors ce n'est pas la provenance du lieu de production, c'est la provenance génétique du plant qui a été utilisé. En fait, que ce soit des graines ou que ce soit des boutures. Et ça c'est intéressant. Et puis même si on revient sur le coquelicot, en fait on se rend très très bien compte à travers la flore qu'on étudie au niveau du Massif central que vous avez des plantes qu'effectivement vous retrouvez partout, mais qui dans leur région possèdent une particularité génétique.
Ouais, je prends l'exemple de la violette des montagnes, la petite pensée, vous voyez une petite pensée de couleur bleue. Son nom latin, c'est Viola lutea, ça veut dire violette jaune. Effectivement, partout en France, elle est jaune, sauf dans le Massif central où elle est bleue. D'un point de vue génétique, il n'y a quasiment aucune différence. En fait. C'est une petite particularité, c'est une variation microscopique du génome. En fait. Comme quoi, en fait, on ne peut pas trop savoir est-ce que le coquelicot que vous allez prendre ici, est-ce qu'il est adapté au climat à très long terme de la Belgique. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. C'est parce qu'en fait, il y a des zones où il y a des territoires où il n'y a plus grand-chose, en fait. Bien sûr. Donc on se dit, en fait, on aimerait bien voilà. ramener... Encore une fois, c'est pour ça que les CBN ont créé le label végétal local. Justement, c'est pour créer une filière de développement du végétal adapté à votre région. Donc ça, c'est à l'échelle française. Je ne sais pas si vous êtes plutôt de Belgique ou en France. Mais alors, je suis originaire du Nord, mais... dans le nord de la France, vous avez un label qui labellise en fait toutes les espèces du nord de la France. C'est le CBN de Bailleul, mes collègues de Bailleul qui font ça. Et vous avez un label qui, justement, permet de repérer les végétaux qui proviennent des Hauts-de-France et que vous allez pouvoir réinstaller dans les Hauts-de-France, pas ailleurs. Ce qu'il y a, c'est que par exemple, si on prend les Hauts-de-France, je veux dire avec l'agriculture intensive, il y a beaucoup moins de choix qu'ici, par exemple. Et oui. Et du coup, on se dit, il n'y a plus grand-chose, quoi. Et plus grand-chose, oui, mais encore, mais je veux dire, le choix, il est plus réduit. Et donc, on se dit, mais il y a peut-être des territoires même qui sont encore pires, je sais pas, dans la Marne, des fois, on ne peut plus rien, quoi. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec des territoires où il n'y a quasi plus grand-chose, et qu'il n'y a plus de ressources en végétal sauvage, comment on fait? Alors, quand on dit qu'il n'y en a plus, il y en a toujours des petits endroits, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, plus vous allez vous rapprocher de la région d'origine, mieux ça vaudra. Puis, ma foi, si vous prenez un coquelicot de Normandie plutôt que des Hauts-de-France, c'est pas dramatique, ça serait plus embêtant si vous preniez un coquelicot, je ne sais pas, de la Méditerranée. Voilà. Où effectivement, on va se dire, là, en termes de climat, c'est quand même rien à voir. Ça peut être un peu dommage. Pensez, voilà, faut pas penser que à l'aspect de la plante, il faut aussi penser à son patrimoine génétique. En fait, ça, c'est important. D'autres questions? Ouais. Bon, moi j'ai une question. On essaye, moi j'ai plein de plantes, je mets des points d'eau par exemple pour les insectes ou pour les oiseaux. Et donc on a un insecte invasif qui est le moustique tigre. La seule solution c'est de vider l'eau, alors on arrose un peu les plantes, mais il n'y a pas d'autre solution que de vider l'eau, quoi, parce que sinon ça se remplit très rapidement de moustiques et voire de moustiques tigres dès qu'on met un point d'eau pour les insectes et les oiseaux. Très bel exemple d'une espèce exotique qui est devenue envahissante. Voilà. Très bel exemple. Et effectivement, on pourrait se dire, c'est quoi le régulateur du moustique tigre en fait? Le régulateur, je ne sais pas si c'est dans quelle région il était originaire, je n'ai pas souvenir, mais il y avait certainement un prédateur qui n'existe pas ici en France ou d'une manière suffisamment abondante pour qu'il puisse réguler le moustique tigre. Toutefois, on peut se dire quand même, je pense, a fortiori, que les chauves-souris doivent bien s'en occuper. Donc si vous favorisez, on va dire, un espace favorable aux chauves-souris, elle peut faire un peu le ménage quand même au niveau des moustiques près de votre point d'eau. Si on regarde bien, le moustique tigre, finalement, il pose des problèmes là où il n'y a pas beaucoup de biodiversité, dans les grandes villes, où il y a des eaux résiduelles. Après, je fais un peu le cas à part de la Camargue, par exemple. Mais la Camargue, il y a toujours eu du moustique, en fait. Mais il y a eu toujours aussi des prédateurs du moustique, que ce soit des oiseaux, que ce soit des chauves-souris, etc. Donc, il faut... Si on se dit, on passe un coup d'insecticide sur l'ensemble de la Camargue pour ce qui se passe pour tuer tous les moustiques, est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'on va rechercher la performance, mais on ne va pas chercher de la robustesse sur du long terme? Et voilà, exactement. De toute façon, sur la gestion des espèces exotiques, en France notamment, en fait, on n'y arrive pas. C'est impossible de se battre contre les vivants. C'est assez rapidement parce qu'on met une petite gamelle d'eau, très rapidement, 2 jours, il y a des larves. Il y a des larves ou les moustiques qui arrivent. Moi, je favoriserais plutôt la flore pour permettre aux prédateurs de faire le ménage. Donc, des arbres, Solène, ouais. Moi, j'avais vu que
fait, ils arriveront toujours à trouver des solutions. Après les pesticides, là, ils veulent faire de la manipulation génétique sur les... Et tout à fait pour la biodiversité. J'ai plein de choses dans mon jardin, je laisse des prairies, j'ai des cailloux de partout. Mais alors, les fourmis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et les lézards. Parce que je me suis aperçue que, bon, j'ai envie de les vivre, et puis c'est joli, elles ont des belles maisons, tout ça, et c'est sympa à observer. Mais plus je laisse mes fourmilières, plus il y en a sur des mètres, et plus il y a des pucerons. Oui, je comprends. Eh bien, peut-être que, en fait, je ne sais pas de quel âge a votre jardin et depuis quand vous adoptez cette gestion. Mais peut-être. Ok. Peut-être qu'il faut encore du temps pour que les choses se rééquilibrent. Alors peut-être que les fourmis sont là justement parce elles ont profité de votre gestion pour venir s'installer, donc vous les voyez de manière prépondérante. Elles n'ont peut-être pas encore leurs prédateurs. Peut-être qu'elles profitent effectivement, puis il y a des années, il y a des cycles aussi. Peut-être qu'elles profitent effectivement de l'abondance de pucerons, et peut-être que c'est un problème de régulateur du puceron qu'il faudrait imaginer. Peut-être qu'en, je sais pas, en introduisant, en facilitant la vie des cirfes ou des coccinelles ou des carabes, en fait, ça va peut-être s'équilibrer. J'ai essayé d'attirer les pinceaux, Ouais, mais ça suffit pas. ok. Je réfléchis. Après, il peut y avoir des plantes. Le prédateur des fourmis. Alors, pas mal les oiseaux quand même. Je pense notamment, après ça dépend de la taille des fourmis, parce que vous avez des fourmis qui sont microscopiques qui vivent dans le sol, et puis des fourmis qui sont en surface et qui forment des grosses fourmilières par exemple. Et je pense aux pics par exemple, notamment le pic vert ou le pic noir. En fait, c'est des animaux qui vont détruire les fourmilières pour s'alimenter. Je vous en prie. Et non, mais je pensais à une autre solution, c'est sur les endroits où vous ne voulez pas avoir de fourmis parce que vous avez un petit carré à défendre et que ça vous pose problème, vous pouvez imaginer d'implanter des aromatiques. De manière générale, les plantes aromatiques sont plutôt répulsives. Donc armoise, menthe, thym, romarin, ce sont des plantes voilà, que les fourmis n'aiment pas trop. Et c'est des plantes qui ne vont pas attirer les pucerons. Vous pouvez aussi imaginer de les canaliser. C'est ce qu'on appelle les plantes pièges. Je ne sais pas, des pieds de blette ou des pieds de fèves, d'artichaut, de centaurée pour les fleurs ou l'aquilée. Ce sont des espèces qui vont attirer les pucerons à un endroit donné et donc qui vont focaliser les fourmis. Si vous avez des fourmis qui posent un souci sur les arbres, est-ce que je peux... Pardon ? Là, j'ai plutôt des limaces. Ah, alors les limaces, c'est encore un autre... Mais tout est une question de rééquilibrage, en fait. Encore une fois, il faut imaginer... Alors, déjà, il n'y a pas de recette clé. Déjà, je vais vous rassurer là-dessus. C'est chacun à expérimenter sa chose. Et ce que je fais, moi, ne peut ne pas être transposé chez vous. Il n'y a pas de recette clé, donc il faut vous rassurer. Et il faut imaginer comme quelque chose qui est tout le temps en équilibre. En fait, en recherche d'équilibre plutôt. En recherche d'équilibre. Parce que l'équilibre dans la nature, ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. C'est une recherche d'équilibre constante. Et donc, à une année, vous allez avoir beaucoup de fourmis. À une année, vous aurez peut-être beaucoup de pucerons. Puis à une autre année, vous aurez beaucoup de perce-oreilles. Voilà. Il y a des choses qu'il faut voir, non pas à l'échelle aussi d'une année, mais peut-être à l'échelle de 10 ans, de 20 ans. Et il faut accepter ces évolutions-là. Il faut accepter, en fait, on va dire, ces petits vagues. Comme il y a des années où on a plein de râteaux-pieds, des années où il y en aura un peu moins. Il y a des cycles comme ça qui varient selon le temps. On ne connaît pas tout de la nature non plus. Et puis, encore une fois, je pense que sur les jardins, il faut imaginer que ce n'est pas un écosystème. C'est un système qui est artificiel, en fait. Là, ce que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est pour le rendre un peu plus naturel et un peu plus proche d'un fonctionnement d'un écosystème. Mais ça ne remplacera jamais un écosystème. Donc on va toujours créer des déséquilibres parce qu'il y a des endroits où vous allez favoriser le potager, vous allez enrichir votre sol en fumier ou que sais-je. Rien que ça, en fait, c'est un déséquilibre dans la nature, en fait. Mais bon, voilà, là, encore une fois, on ne cherche pas à créer une réserve naturelle, on cherche à trouver un compromis entre accueillir la biodiversité et se satisfaire de son jardin pour un objectif de production de légumes ou de fleurs ou que sais-je. Alors, les dorifores, j'essaie de me rappeler, il me semble qu'il y a une guêpe parasitoïde qui est très efficace sur les dorifores. Guêpe parasitoïde, c'est des petites guêpes qui pondent à l'intérieur des insectes. Bon, il y en a plein de différentes. Mais je sais qu'il y en a une qui est spécifique dans le dorifore, qui a malheureusement été un petit peu éliminée, qui est devenue un petit peu rare, mais qui marchait bien finalement sur le dorifore. Et encore une fois, c'est une espèce voilà, qui
qui conquiert un espace qui est artificiel. Donc en fait, ouais, à part un ramassage manuel, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Ouais. Après, on remarque quand même qu'un pied de patate qui est noyé dans la végétation, il est quand même moins envahi, moins facilement envahi qu'un rang entier qui va émettre une odeur qui va attirer les dorifores. Pardon ? Le lin, oui, n'importe quelle plante qui est un peu plus haute et qui n'a pas un feuillage trop, trop invasif et qui va créer de l'ombre en fait sur les plantes, vous pouvez l'installer. Ouais. Le lin, c'est une très bonne idée. Quelque chose un peu aérien, un peu léger, qui va masquer avec ses fleurs, voilà, sans occulter la lumière, ça peut être bien. Oui, voilà, c'est ça. Il faut essayer de disperser. Mais vous voyez, cet exemple, il montre bien que la nature n'aime pas les choses homogènes. Dès l'instant où vous créez quelque chose d'homogène, c'est pas normal, et donc il y a un rééquilibrage qui se fait à un moment donné par des parasites, par des prédateurs, etc. Le fait de mélanger, de créer une mosaïque, vous allez multiplier les interactions, vous allez faire en sorte que votre jardin est un peu plus robuste. Ouais. Après, si on mixte avec des variétés, enfin des horticoles, on va dire, mais plutôt botaniques, ou je veux dire, normalement, en termes de. Pour attirer les insectes, ça fonctionne aussi. En mixant, hein. Oui. J'ai noirci le trait parce que c'est vrai que sur le Massif central, on voyait sur 600 espèces exotiques, vous voyez, il y en a presque la moitié qui sont envahissantes. Une sur deux. Toutes ne sont pas, destructives de la biodiversité. J'ai occulté une diapo, mais j'ai une diapo qui montre bien la proportion. Il faut faire attention. En fait, pour les espèces qu'on a implantées depuis très longtemps, je pense, je sais pas, des myosotis, des petites pensées, ce qu'on appelle les plantes de grand-mère, en fait. Ma foi, elles ont fait leurs preuves. C'est comme les légumes. On a vu que ça allait, globalement, ça se passait bien. Elles font partie des catégories de plantes pas trop embêtantes. Ce qui peut être plus gênant, c'est les nouvelles espèces qui sont commercialisées aujourd'hui. Je pense à certaines graminées ornementales. Je vous ai présenté les graminées, là c'est les graminées sauvages, mais il y a plein, la mode était aux graminées. Il y a plein de graminées ornementales. La plupart de ces graminées ornementales sont invasives. C'est-à-dire qu'on les observe déjà, nous, dans les écosystèmes. On voit qu'elles sont en train de basculer, qu'elles vont devenir envahissantes. Il y en a beaucoup. De même que les goras, je ne sais pas si vous voyez ces grandes fleurs blanches, là vous allez dans d'autres pays, c'est des plantes vraiment envahissantes. Il y a une très grande capacité à se multiplier. Donc il y a plein de plantes comme ça qui, sous l'effet de mode, en fait, sont dispersées un peu sur les quatre coins de la France et puis qui vont devenir potentiellement envahissantes dans quelques années. Et en changement climatique, voilà, il faut y penser. Donc vous pouvez mixer. J'aurais tendance, moi, à mixer avec ce qu'on appelle des plantes de grand-mère. C'est bon ? Bon, après, je me tiens à vos dispositions si vous voulez en discuter. Oui, une dernière question. Par rapport aux prédateurs, par exemple, la coccinelle, il n'y en a pas beaucoup cette année. Et du coup, le fait d'en acheter en jardinier, les élevages de coccinelle, est-ce que c'est recommandé, sachant qu'apparemment, il y en a qui viennent d'Amérique, qui sont pas beaucoup adaptés. Oui, effectivement, il faut faire très attention. Il y a énormément d'espèces exotiques utilisées en lutte biologique et qui posent problème. Elles prennent la place effectivement des coccinelles indigènes. Pour favoriser les coccinelles, il faut penser à tout le cycle de développement de la coccinelle. Penser aux petites brindilles qui vont permettre aux coccinelles de s'abriter durant l'hiver. Pensez aux plantes qui vont accueillir des pucerons, qui vont permettre aux larves de manger des pucerons. Et pensez aussi à installer des plantes riches en pollen, type pissenlit, les ombellifères, tout ce qui est carottes sauvages, fenouil, c'est des plantes qui sont assez attractives pour les coccinelles. Voilà. Le meilleur moyen, de toute façon, c'est favoriser la biodiversité et essayer d'éviter de trouver des pis-aller du commerce. Merci à tous.